Bonjour, bienvenue, heureux, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Enfin, longtemps, ça va en vrai. J'espère que l'hiver n'est pas trop rude. Il fait nuit très tôt. Là, honnêtement, je pense que ça fait des semaines que je n'ai pas vu la lumière du jour parce que je me lève dans les coups de 13 heures, il fait nuit à 14 heures. Je vis dans l'obscurité. Ce qui n'est pas tant. Ça me dérange pas tant que ça. Moi, je suis vraiment un mec de la nuit. Ouais, de l'obscurité, des ténèbres. Je suis très opium. Je suis un mec très opium. Donc finalement, l'hiver, ouais, c'est mon élément. Donc, ouais. Aujourd'hui, on va parler d'Internet. Mon oxygène, mon bonheur, ma raison de vivre. Et au-delà d'Internet, parce que c'est quand même un thème euh, très large, parler de cette expression de chronically online, qui veut dire en français chroniquement en ligne. Donc, être excessivement connecté sur les écrans et être sur Internet, l'être tellement excessivement que ça devient chronique. Voilà. Qui est un peu une espèce d'expression, en vrai assez populaire, grave utilisée depuis longtemps quand même, je pense. Voilà. Je voulais parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu ressorti, notamment dernièrement, parce qu'il y a eu tous ces discours sur la culture du vide, blablabla, Combini, que sais-je. Et du coup, avec ces discours-là, est venu cet autre discours assez fréquent, en fait, qui date pas d'hier, de est-ce qu'on est trop sur notre téléphone, on fait que scroller, on est un peu prisonnier des algorithmes, on a tous 12 heures d'écran par jour, on est accro à nos téléphones, on est en fait chronically online. Et je trouve que ce discours est toujours un peu est très fataliste, un peu nihiliste et un peu désespéré. Et parfois car un peu cet argument que je trouve un peu feignant de en fait on est juste accro à nos téléphones et on est des victimes de cet outil-là qui est le téléphone et des technologies et des algorithmes qui nous prennent constamment au piège parce qu'en fait des algorithmes comme celle de TikTok utilisent notre cerveau contre nous, en nous faisant des shots de dopamine au maximum pour qu'on puisse scroller jusqu'à que mort s'en suive, etc. Bref. Et en vrai, c'est assez légitime. En vrai, on peut trouver plein de vidéos sur les dangers de TikTok, sur comment la dopamine marche, et comment elle est utilisée par les algorithmes, comment notre cerveau y répond, etc. Et il y a plein de vidéos sur ça, et c'est très intéressant. Bref. Moi, aujourd'hui, je suis là pour aussi. J'aimerais bien avoir un discours un peu plus optimiste. Euh, concernant en fait Internet et l'outil téléphone et aussi cette expression de chroniquement en ligne. Optimiste parce que je pense qu'on a toujours besoin d'un peu d'optimisme quand même dans la vie. Mais c'est pas un optimisme naïf, c'est plutôt un optimisme de changeons aussi de lunettes et essayons aussi de comprendre pourquoi les gens sont tant sur leur téléphone. Et je suis pas sûr que c'est seulement parce qu'on serait des victimes comme ça enchaînées aux algorithmes. En tout cas, moi, je vais aussi parler de mon expérience personnelle, mais je pense qu'il y a quand même une expérience partagée par beaucoup. Euh, c'est aussi parce que j'ai vu un tweet il y a pas longtemps, et je pense que je vais commencer par là, d'un mec, mais en fait, je me demande si c'est pas un homme quand même d'un certain âge, peut-être de l'ancienne génération. Quand je dis ancienne génération, c'est personnes qui n'ont pas grandi avec Internet, qui disait Paris, c'est déprimant. Dans le métro, tout le monde est sur son téléphone, personne se parle, personne se calcule, tout le monde a des écouteurs comme ça, tout le monde a l'air déprimé. Non, c'est trop et tout. Dans le métro. Gros, en fait, il est 7h30 du matin. Je suis dans la ligne 13 qui pue la pisse. Je vais à un taf que j'aime pas parce que je dois donner 8 heures de
ma journée à un taf pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir survivre correctement. Dans ma rame de métro, il y a un mec qui chante La vie en rose d'Edith Piaf à l'accordéon pour la 12e fois de la semaine. En même temps, il y a un autre mec qui fait la manche, qui demande de la monnaie parce que ce serait son anniversaire. D'ailleurs, c'était son anniversaire aussi hier et aussi avant-hier. Je prends le métro que je paye 80 € par jour, bientôt 88 € parce que ça va augmenter. Donc non, en fait, je ne vais pas enlever mes écouteurs et créer une connexion humaine et profonde avec mon voisin de métro. Et oui, je vais augmenter le volume de ma musique et avoir les yeux rivés sur mon écran. D'ailleurs, si je peux scroller jusqu'au terminus, je le ferai. Et si je peux en plus regarder du... Vous savez quoi? La culture du vide. Si je peux regarder des interviews de Sam Zira, bah ouais, je regarderai des interviews de Sam Zira jusqu'au terminus. Et si je pouvais avoir le nez... Carrément, si je pouvais rentrer mon visage dans l'écran, je le ferais. En fait, il y a une espèce de fantasme de la vie sans téléphone, de la vie sans technologie que je comprends pas. Demandez à vos grands-parents aussi, je pense qu'il y a un espèce de truc où dans les transports, et que ça dans un train, dans un bus, que sais-je, quand il n'y avait pas de téléphone, les gens n'étaient pas en train de se parler en mode c'est la fête de la musique, tout le monde est en mode salut, tu vas bien, ouais, super, non, non, en mode on est des Sims, pas du tout. Je pense que les gens juste, comme un être humain normal, regardent par la fenêtre, regardent le paysage, ils lisaient le journal. Il y a une espèce de truc de diabolisation du téléphone qui est parfois quand même légitime, mais qui nous pousse quand même, je trouve, à fantasmer une espèce de réalité alternative qui est pas qui n'existe pas en fait. Euh, Évidemment, tu donnes un téléphone aux gens, ils sont sur leur téléphone, encore plus dans le métro. Le métro, c'est bien un moment où t'as quand même un peu envie d'être, je sais pas, sur ton tel, à scroller dans ta bulle. C'est vraiment le moment des transports en commun en fait. Et ça, c'est peut-être mon côté un peu aigri, parisien, voilà. Mais vraiment, je pense qu'il y a un truc, je peux pas trop. Mais les caméras cachées des gens, je sais pas, qui font des trucs dans le métro, genre ils parlent aux voyageurs, du coup ils font participer les voyageurs à des trucs, et les commentaires, souvent c'est des trucs en mode, ah ça fait trop bizarre de voir des gens sourire dans le métro, ça fait trop de bien de voir les gens comme ça dans le métro et tout, moi je suis en mode, vous nous saoulez en fait. Vous nous saoulez dans le métro, s'il y avait un moment où j'ai envie d'être tranquille, c'est dans le métro, et là je m'entends parler, je suis en mode, mais t'es trop chiant et tout. Mais c'est vrai, je ne peux pas mentir, c'est vrai, vous nous saoulez en fait. En fait, ça me saoulerait pas, je pense, si c'était pas voué à faire du contenu. Si c'était honnête comme démarche, oui, bon là c'est pour faire du contenu, je suis en mode... bah ok, super, le spectacle quoi. Bon, bref. Euh, et du coup, je trouve toujours un peu ce discours biaisé. De... Et en même temps, je peux comprendre quand ça vient en tout cas d'une ancienne génération, justement, d'une personne qui n'a pas grandi avec Internet et qui n'a pas grandi avec ces outils-là. Je comprends. Et j'ai même, en vrai, beaucoup d'empathie pour ces personnes qui ont dû s'adapter à un changement tellement brutal, en vrai, de système, de... Quand t'es jeune, c'est facile, en fait, d'apprendre une nouvelle langue, de déménager, de commencer un sport, de globalement s'adapter. Mais quand t'as 40 ans, 50 ans, et que d'un coup, en fait, tu dois... Tout change autour de toi, que tout est digitalisé, qu'on t'explique le téléphone, l'ordinateur, le réseau, c'est tellement abstrait en plus. Internet, une espèce de... Enfin, Internet, quoi, genre... Une espèce de concept vertigineux. Toi, pendant 40, 50 ans de ta vie, t'as grandi sans, c'était un autre monde. Et s'adapter à cet âge-là, aussi avancé, je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est très difficile et c'est pour ça que j'aurai toujours de l'empathie pour des gens qui ont quand même ce discours un peu de oh, c'est déprimant, tout le monde est sur son ordre, sur les écrans, là, sur le téléphone et tout. En vrai, je comprends. Je comprends que ces gens-là aient ce discours-là. Peut-être que si je suis encore en vie à 70 ans, 80 ans, et que, je sais pas, je verrai la nouvelle génération
je sais pas, se parler avec des hologrammes, ou se greffer des bras de robots et tout, bah oui, il y a moyen que je sois en mode c'est des malades, ils sont malades. Oui, il y a fortement moyen que j'ai ce discours-là, donc je ne, je ne peux que avoir de l'empathie, en tout cas pour les personnes un peu âgées, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, mais pour, en tout cas pour un peu aller vers ce discours plus optimiste concernant l'outil qui est le téléphone en fait et Internet. euh, mon- Moi je suis un peu, je me fais un peu bon, vieux, pas du tout, mais je suis un peu millennial Gen Z. Je suis un peu entre les deux on va dire. Et donc quand j'étais au collège-lycée, plutôt collège, c'était vraiment l'ère Tumblr. Donc l'ère Tumblr, c'est vraiment je pense que tout le monde connaît Tumblr aujourd'hui, qui est cette plateforme qui pour moi encore aujourd'hui était le meilleur réseau qui a pu exister parce que l'algorithme n'était pas vicieux à ce moment-là. C'était un truc très basé sur la communauté et sur les images et sur l'importance des images et ça a lancé tellement d'esthétique, ça a lancé tellement de trends, ça a lancé tellement euh, de mouvements visuels, culturels, musicaux et c'est marrant de voir aujourd'hui comme c'est un peu repris, recyclé. Bah après, comme tout, c'est normal, tout est circulaire, mais tout est en mode, mais en fait, purée, ça c'était le truc le plus cool sur Tumblr il y a 10 ans, et aujourd'hui, bah c'est de retour, et tout le monde on parle comme si c'était nouveau, mais en fait, c'est pas nouveau, et que tout, genre, bref. Mais Tumblr, pour le coup, moi je me souviens, c'était très excitant. C'était hyper excitant, culturellement, c'était hyper excitant. Euh, C'était vraiment Lana Del Rey, elle avait pas encore pop, elle était en train de pop, c'était le début de sa carrière, tout le monde était en mode c'est que cette meuf dépressive qui fume des clopes. Il y avait un mec, on savait pas s'il venait de Norvège ou de Suède, genre il faisait des sons avec un clip, avec des trucs en 3D, PlayStation bizarre, les gens ils étaient en mode c'est qui ce mec qui s'appelle Yang Lin, genre. Et il y avait un truc où euh, il y avait plein d'images qui commençaient à se rassembler selon des thèmes, et donc du coup ça créait des esthétiques. Et donc il y a eu un peu ce début-là d'esthétique et de corps. Euh, et aussi ce truc très, ouais, très communauté. En fait, des fandoms. Il y a des fandoms, que ce soit fan de, je sais pas moi, de Lady Gaga, fan de rap, fan d'une série, fan d'un film, etc. Il y avait ce truc très avec Tumblr de communauté, forum. Et les gens faisaient communauté autour d'objets culturels ou de chanteurs ou de personnes, peu importe. Et tout ça pour dire que, pour ma part, quand j'étais au collège et que je rentrais du collège, bah en fait, le premier truc que je faisais, c'était aller sur mon ordi et ouvrir Tumblr parce que, en fait, j'allais dire presque la journée commençait à ce moment-là pour moi parce que c'était comme une porte de sortie. Parce qu'en fait, euh, j'ai pas grandi à la campagne, ça va, mais on peut dire que j'ai grandi, bon, c'est très parisien de dire ça, mais grandi en province. Donc t'as pas tant accès à tant de choses culturellement et surtout t'es pas tant entouré par une diversité de profils. Et je pense que Internet et notamment les réseaux et encore plus pour les minorités, d'ailleurs qu'elles soient raciales, sexuelles, peu importe, il y a quand même un truc qui est quand même très précieux qui est lié à la communauté, c'est d'être dans un environnement physique IRL où tu as un peu du mal à connecter avec les gens autour de toi, ou en tout cas tu as du mal à trouver des points communs avec des gens, ou alors tu t'arrives pas à trouver des gens qui peut-être te ressemblent un peu, quelque chose comme ça. Et puis en fait, tu ouvres ton ordinateur, tu vas sur un réseau ou quoi, et en fait tu croises des gens qui sont plus ou moins comme toi. Et je pense que c'est un des sentiments les plus agréables et surtout les plus rassurants. Les plus rassurants, les plus chaleureux de enfin croiser quelqu'un qui va comprendre qui tu es et en fait va comprendre qui tu es parce que lui est pareil. Et je parle pas de quelque chose de précis, hein, vraiment, je parle même si c'est un point commun qui est lié à, comme j'ai dit, un objet culturel, euh,
moi, je me souviens parler avec des gens qui étaient fans de Lana Del Rey et que j'étais fan de Lana Del Rey. Et en fait, il y a un truc où, en fait, je m'entendais mieux avec des gens dont je connaissais pas le prénom qu'avec des gens de mon collège que je voyais tous les jours. Donc forcément, quand je rentrais chez moi, j'étais en mode, oui, ma journée commence parce qu'en fait, bah là, je vais commencer à avoir des interactions sociales dans ma chambre, en écrivant des messages comme ça sur mon clavier. Mais en fait, oui, ma journée commence. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu dire que j'étais chroniquement en ligne, parce que je restais vraiment longtemps, et même la nuit et tout. Après, j'ai eu un téléphone, c'était la catastrophe. Mais c'est une catastrophe qui m'a quand même un peu sauvé. Et quand je dis ça, du coup, c'est pas que pour parler de moi, c'est aussi parce que je pense que c'est une expérience qui a été pas mal partagée et qui est encore aujourd'hui partagée par beaucoup de gens de... Je dis pas que Internet sauve, je dis juste que, en fait, peut-être que si les gens sont autant sur leur téléphone, c'est pas parce qu'ils sont juste addicts et accros et pris au piège des algorithmes. C'est aussi parce qu'en fait, parfois, c'est une porte de sortie. Et que parfois, en fait, c'est un lieu, bien qu'il soit parfois terrifiant, c'est un lieu quand même, quand on trouve le bon coin dans Internet, qui est très rassurant. Et c'est pour ça que je déteste en fait quand les gens ont un peu ce espèce de discours très simplet de oh, mais mettez-vous en off et arrêtez d'être sur votre téléphone et levez les yeux un peu, regardez ce qu'il y a autour de vous et vivez dans le réel en fait, genre regardez ce qu'il y a autour de vous et tout. Je suis en mode, bah, en fait, gros, moi quand j'éteins mon tel et je regarde ce qu'il y a autour de moi, en tout cas quand j'avais genre 15 ans, bah c'était pas top. C'était pas hyper fun, c'était pas hyper. C'était un peu horrible même. Donc j'avoue que je préfère avoir les yeux rivés sur mon écran et parler avec des gens avec qui je partage des choses. Et ouais. Et je pense que c'est aussi ça que je veux dire quand je parle de discours plus optimiste, c'est vraiment ce truc de changer de lunettes et de pas juste se dire qu'en fait les gens sont tout le temps sur leur téléphone par addiction, mais aussi par besoin et parce que c'est aussi rassurant et parce qu'il y a des belles choses et parce que le téléphone c'est un outil qui propose plein de possibilités et dans les possibilités euh, il y a une espèce de porte de sortie qui aide à survivre en fait et qui aide à mieux vivre. Et moi je dis ça, c'est vraiment pas pour faire le mec dramatique et tout, mais je vais pas dire que Internet m'a sauvé, mais ça a été vraiment une porte de sortie vitale. Vraiment vitale. Je ne remercierai jamais assez ma mère de m'avoir acheté cet ordinateur Toshiba et qu'on ait la Wi-Fi à la maison et qu'elle soit trop occupée à genre faire à manger, s'occuper de mon frère et moi nan, pour que je puisse être tranquillement sur mon ordi jusqu'à pas d'heure. Et au-delà des rencontres, il y a aussi un truc de culture. Euh, Vraiment, et souvent je fais la blague un peu de genre ouais l'école c'est surcoté et tout. Je pense vraiment, réellement, honnêtement que j'ai appris tellement plus de choses euh, sur internet et notamment sur Tumblr etc, sur YouTube que sais-je, qu'à l'école. Et je pense qu'aujourd'hui la réalité fait que c'est encore plus le cas aujourd'hui parce que moi maintenant ça y est j'allais dire je suis l'ancienne génération, non, mais les gens qui sont les collégiens aujourd'hui, les lycéens aujourd'hui, je pense que peut-être qu'ils apprennent plus de choses sur Internet qu'en fait à l'école. Donc il y a une espèce de truc où euh, le, le, le savoir n'est plus distribué par une seule entité qui serait l'école. En fait, maintenant, il est aussi distribué par le téléphone, par Internet. Euh, et en tout cas, en ce qui me concerne, Tumblr a vraiment été comme un espèce de troisième parent qui m'a vraiment éduqué et surtout qui a éduqué mon œil. Enfin, parce que moi, après, j'ai toujours aimé les images, l'art en général. Et des plateformes comme Tumblr et je pense Internet globalement permet à quelqu'un d'avoir accès à un savoir, une culture qui est parfois très lointaine de sa réalité, de sa classe sociale, de sa culture, de,
de naissance, de son environnement, et en fait, le téléphone et Internet euh, m'a permis en fait d'avoir accès à des choses. C'était littéralement la bibliothèque dans Harry Potter. Non. dans- Bref, t'as vraiment comme une bibliothèque infinie et, euh, et raison de plus pour être tout le temps en ligne en fait et tout le temps chroniquement en ligne. Euh, et là, je parle de mon expérience sur Tumblr et tout. Je pense que c'est le cas pour énormément de gens d'internet comme et pas comme un échappatoire de non plus de fuir comme ça dans internet, c'est je parlerais plutôt de refuge et de lieux tierces un peu de d'un endroit qu'on choisit. Euh, Souvent on dit qu'on choisit pas sa famille mais que du coup on peut choisir ses amis qui est un peu c'est un peu une seconde famille qu'on choisit ben, c'est un peu l'effet que mes années collège, en tout cas sur internet et même lycée sur internet, m'a donné en fait. De faire ami avec des gens que je connaissais pas, qu'ils habitent au Japon, au Maroc, en Australie, au Canada. En fait, on s'en fout parce que on est tous les deux fans de Lana Del Rey, ou alors on fait partie tous les deux du même forum, je sais pas, des fans de la série Glee. En fait, ça n'a pas tant de. Enfin, je trouve ça beau en fait. Je trouve ça vraiment. Je trouve que le téléphone, je trouve ça vraiment trop. Je trouve ça trop bien le téléphone. Je trouve ça très puissant. Et je trouve que c'est important de comprendre pourquoi, surtout pendant l'adolescence, etc., les gens sont sur leur téléphone en fait. Enfin, les adolescents sont sur leur téléphone en fait. C'est pas que ce truc de. Ils sont accros à leur téléphone, ils savent plus écrire sans faire de fautes d'orthographe, etc. Ben oui, mais forcément, vous aussi, vous auriez écrit tellement mal. En fait, si depuis votre enfance, vous aviez un correcteur qui corrigeait pour vous il y a un espèce de truc où. Je sais pas. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je voulais dire aussi que il y a cette distinction qu'on fait entre l'espace numérique, Internet, et la vraie vie. Parce que je trouve qu'on utilise encore des expressions qui sont tellement grotesques et c'est un peu pas gênant, mais presque de ce truc de. Il y a la vraie vie, c'est pas la vraie vie, et les réseaux Internet, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Euh, Qu'est-ce que ça veut déjà, ça veut dire quoi la vraie vie? Et en vrai, on se comprend, ça veut dire IRL, ça veut dire le monde physique, le monde réel. Mais je pense qu'on fait trop une espèce de séparation, comme si en fait on était dans Narnia, et que d'un côté de l'armoire c'était la réalité, que de l'autre côté de l'armoire c'était Internet. Et qu'en fait l'un et l'autre étaient deux mondes qui se font face, qui communiquent, mais qui se font face, et qu'en fait l'un n'existe pas dans l'autre, ils sont pas superposés, et qu'en fait il faut passer l'armoire, genre. Alors qu'en réalité, euh, la vie réelle nourrit Internet, et Internet nourrit la vie réelle. Donc je pense qu'on ne peut parler plus de. Au lieu de les mettre face à face, je pense qu'on peut quand même les superposer, et même je pense que c'est euh, deux strates qui sont quand même qui sont tressées entre elles de la vraie vie et Internet, parce que l'un existe avec l'autre et l'autre existe avec l'un. Vous captez ou pas? euh, Et je trouve qu'on utilise encore des expressions tellement, ouais, tellement grotesques pour dire les réseaux c'est pas la vraie vie. En fait, c'est trop feignant de dire ça. Et je comprends, même moi je le dis, c'est un espèce de truc de langage comme ça que tu dis pour te faire comprendre simplement en fait. Mais c'est pas vrai en fait. Les réseaux c'est la vraie vie. Et la vraie vie c'est les réseaux. Et de plus en plus. Euh, ouais. Et je dis pas ça en mode fantasme de dystopie, de on vit dans notre téléphone, la vraie vie, les réseaux. Non. Genre vraiment pas, c'est juste, c'est fact.
les réseaux changent la vie des gens. Et la vie des gens change aussi les réseaux. C'est des trucs où on le voit même euh, comment les informations sont traitées. Et encore une fois, pour parler de l'ancienne génération, ce fossé qui est en train de se creuser aussi de plus en plus avec cette nouvelle génération qui a grandi avec Internet et puis l'ancienne génération qui essaye encore de s'adapter et qui essaie de comprendre petit à petit les codes, et c'est normal, c'est difficile, de comment les informations sont traitées d'une génération qui n'avait que la télé et du coup qui sacralisait la télévision et la radio de... euh, en fait, ce sont des médias, des plateformes qui, bah forcément, je regarde le journal du 20h, bah c'est la télé, ils disent la vérité. Ils disent la vérité, ils peuvent pas mentir, c'est le journal des 20h, c'est la télé. C'est vraiment ce truc très sacralisé, je trouve, euh, qui parfois j'ai l'impression qu'ils ont du mal à déconstruire ce- cette espèce d'idée que, en fait, bah ouais, la télé, en fait, on peut pas, parfois on peut pas leur faire confiance, c'est pas un truc de complotiste, c'est juste fact, parce qu'en fait, Internet a permis, et les réseaux, Twitter, TikTok, peu importe, euh, a permis en fait de aussi challenger ces médias traditionnels comme la télé, la radio, et de nous dire bah en fait parfois ils disent pas la vérité parce que peut-être que c'est un peut-être la télé c'est géré par un seul mec, peut-être ça commence par un B, on sait pas trop, mais aussi de dire bah oui en fait le téléphone c'est aussi devenir un outil de vérité, bien que en vrai, et ça a été prouvé que par exemple sur des réseaux comme Twitter, bah en fait il y a plus de fake news que de vraies informations. En attendant, le téléphone est quand même aussi devenu un- une arme en fait, une arme de savoir, une arme de pouvoir, une arme de vérité aussi. Dans certaines situations, en fait, heureusement qu'il y avait un téléphone, heureusement que c'était filmé. Euh, et, et juste pour ça, en fait, je trouve que c'est une très bonne raison d'être chroniquement en ligne. Et c'est une très bonne raison d'être les yeux rivés sur son téléphone. Encore plus dans le métro, j'ai envie de vous dire. Aussi parce que ça a changé nos manières d'expérimenter tellement de choses dans la vie. Et là, je pense à l'amour, aux relations amoureuses, aux applications de rencontres. Évidemment que le téléphone est aussi devenu un outil pour tomber amoureux. Et c'est lunaire de dire ça, mais euh, je trouve que on, parfois, mais je suis encore en train de réfléchir à ça, mais parfois j'ai l'impression qu'on sous-estime les relations numériques, qu'on sous-estime les relations faites par Internet, faites dans des forums, sur des sites. Je parle pas tant d'applications de rencontres peut-être, mais je trouve que, euh, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu cette expérience-là, de vraiment d'amour et de liens forts avec des gens dont tu connais seulement le pseudo. Et c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Euh, et peut-être qu'on... J'ai pas c'est peut-être moi qui n'ai pas le vocabulaire ou je le trouve pas. Peut-être de nommer ces relations-là qui sont seulement numériques. Mais ça veut pas dire qu'elles sont numériques, qu'elles sont moins fortes. Encore une fois, moi j'ai des échanges, des relations pendant des mois avec des gens d'internet dont je ne connaissais pas le nom, qui a été bien plus intense que des relations IRL. Et je trouve aussi qu'on a tendance un peu à sous-estimer la puissance de ce type d'amour-là et ce type de relation-là. Euh, Aussi parce qu'il y a beaucoup de... Sur Internet, il y a beaucoup d'amour parasocial. Ce truc d'être attaché à un influenceur, ou même les fans des K-pop, les fans de idols, qui sont vraiment fans, genre. Euh,
et du coup qui voue un espèce d'amour parasocial, mais en attendant, oui, c'est un amour parasocial parce qu'en fait, tu tu t'attaches à une image, tu t'attaches à une mise en scène, tu t'attaches à une représentation, à une illustration euh, de quelqu'un de réel ou de quelque chose quand même de réel. Euh, enfin, en tout cas, si c'est réel, parce que je suis en train de me dire, parfois, il y a des gens qui ont des relations parasociales avec des personnages de fiction ou genre des dessins animés. Je pense que c'est une autre histoire. En attendant, je pense qu'un amour parasocial n'est pas pour autant un amour faux. Je pense qu'un amour, même s'il est parasocial, il est honnête. Euh, et moi, c'est un type d'amour qui m'intéresse vraiment beaucoup. En tout cas, à creuser de comment une personne peut être autant obsédée par l'image de quelqu'un sur Internet. Je sais pas, je trouve que c'est un sujet passionnant. Surtout, en fait, je suis en train vraiment de penser, du coup, forcément aux idols, K-pop et tout. Je suis en mode. Il y a vraiment un monde, j'aurais tellement aimé être une idole K-pop. Honnêtement, si j'avais été une meuf et que j'étais en Corée, au Japon ou quoi, j'aurais tellement tout fait pour être une idol. Euh, ouais, mais ça, c'est peut-être mon côté un peu, je sais pas, égocentrique, bizarre, de fou, qui a besoin d'attention. Je sais pas trop. Euh, donc, ouais, hein, je pense que j'ai fait le tour. Moi, je vous propose qu'on soit encore plus sur notre téléphone qu'avant. Aussi parce que ça nous connecte entre nous et que ça nous, comme je l'ai dit, ça nous connecte entre nous et ça nous permet aussi de connaître la vérité. Et on le voit en plus les situations actuelles, euh, les téléphones et les images nous permettent aussi de quand même connaître la réalité, connaître la vérité. Un peu le revers de la médaille, c'est qu'en fait on normalise cette réalité à force de voir la violence sous les yeux tout le temps sur nos écrans. Il y a une espèce de truc. Bah en fait oui, ça se normalise et donc on- c'est pas qu'on perd notre empathie, c'est juste que ça fait partie du paysage et que du coup bah il faut quand même avancer. C'est un peu comme les gens qui déménagent et qui pour monter à Paris, qui emménagent à Paris. Moi c'est un truc qui m'avait choqué, je me souviens genre le nombre de SDF ou le nombre de gens qui te demandent de l'argent tous les jours, etc. Au début, c'est un truc que t'es en mode, oh, non, vraiment, désolé. Et malheureusement, il y a un truc un peu d'habitude et t'es en mode, non, non, j'ai pas d'argent, désolé. C'est une espèce d'automatisme comme ça, mais en fait, c'est un automatisme de survie dans la capitale parce qu'en fait, t'as pas trop le choix. Et c'est ton corps aussi qui s'adapte. Et c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais il faut survivre. Euh, et donc, ça, je pense que c'est un peu le revers de la médaille, le fait d'avoir accès à autant de violence tout le temps sans la rendre normale dans le paysage. C'est un peu difficile. Mais bon, il est quand même important de... Soyez chroniquement en ligne en fait. Arrêtez arrêtez d'écouter les gens qui sont en mode posez votre téléphone, éteignez votre téléphone, allez vivre la vraie vie, sortez dehors. Non, je suis en mode... En fait, là dehors, moi il y a rien. Là où je suis dehors, il y a rien. Il y a rien. Il y a une supérette et elle est fermée. Donc oui, oui, peut-être que je vais plutôt être sur mon téléphone, ouvrir Snap et regarder la story de Nasdaq. Mais en vrai, j'ai pas Snap, je rigole. Mais ouais, ce que je veux dire. Bref. Euh, et je finirai aussi sur le fait de... Je pense que j'ai vu trop de contenu qui parlait de se déconnecter du téléphone et de la culture du vide, etc. Essayons de changer de lunettes et de comprendre que nous ne sommes pas juste des victimes accros à notre téléphone. Si on est aussi accro à ce téléphone, c'est parce que c'est un outil euh, merveilleux. Et là, j'ai l'impression de faire de la propagande pour Apple ou pour les iPhones ou pour genre Elon Musk et je me sens très mal. Mais en même temps, il faut le dire, c'est quand même un outil qui aussi sauve des vies et qui, comme je l'ai dit, est parfois une porte de sortie. Et je suis en train de me dire que honnêtement, j'aurais aimé que les Égyptiens
et des téléphones. J'aurais aimé que, euh, je sais pas, à Versailles, ils aient des téléphones, que les mecs au Moyen-Âge, ils aient des téléphones, que j'aurais aimé voir un vlog de Marie-Antoinette avant qu'elle se fasse. J'aurais aimé que les Égyptiens nous fassent des tutos et nous filment comment ils ont construit les pyramides. Mais en même temps, du coup, ce monde n'aurait plus aucun mystère et peut-être que ça aurait été chiant. Je sais pas. Sur ce, les amis, parce que là, après, là, quand j'arrive en fin de vidéo, je le sens. Quand je divague un peu, je commence à dire de la D, et après, c'est les moments que je prends pour les mettre sur TikTok, et après, les gens, ils sont en mode genre, mais il est sous doré ou quoi, genre, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que vous avez bien aimé. Et j'espère que je vais pas trop dit là. Là, je vais réécouter. Et ouais, prenez soin de vous. Je sais pas si ça sera. Je vais essayer de faire une autre vidéo au plus vite. Parce que là, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. J'en avais pas fait une, mais j'avoue que j'arrivais pas à trouver un bon sujet. Et puis, en fait, je pense que je me cassais trop la tête. On va pas se mentir. Je me cassais trop la tête. Et ouais, j'étais dans un mood un peu bizarre et tout. Mais d'ailleurs, je pense que je vais peut-être parler de santé mentale. Oh, la flemme un peu en vrai. Mais en fait, j'ai des trucs à dire, mais ça fait pas une vidéo de 40 minutes. Bon, bref, c'est des discussions que je devrais avoir avec moi-même et pas avec vous. Bon. Sur ce, prenez soin de vous, buvez de l'eau, abonnez-vous, la cloche, je sais pas quoi et tout, pouce bleu. Et ouais, à bientôt. Je vais dire bonne nuit carrément, tellement il fait nuit. Bisous, ciao.